Parmi nous. Voilà, donc les programmes de Bonjour d'Algérie se poursuivent et là je vous propose donc de voir ce portrait d'un maître épicier. Vous avez une épice particulière probablement? J'adore les épices. Vous avez une épice particulière? Non, mais j'adore les épices, toutes les épices. De toute façon, il n'y a pas mieux pour parfumer les repas. Hein. De toute façon, c'est vraiment c'est ce qu'il faut pour les repas. Et justement, là, on va voir. Alors, Kérémo, notre réalisateur, vous dit éviter le poivre noir. Hein. Ça, c'est le conseil du réalisateur. Donc là, comme je disais, c'est un portrait qui a été dressé à un maître épicier. C'est Siham Knouch donc qui l'a rencontré. Je vous propose de le découvrir. On se retrouve juste après donc pour la suite de notre programme. Une caverne d'Ali Baba où des odeurs et des parfums gourmands nous chatouillent l'essence. Des graines et des épices moulues ou pas encore, d'ici et d'ailleurs. On va faire Ras el Hanout, Constantino Algérois, كزبر شوية ورد قرنفل عندك كبابة فلفل الكحل لاباديان نجمة الأرض l'anise بسباس. Si Hassan est maître épicier. Il est spécialiste dans l'art des mélanges des épices, un savoir-faire familial qu'il perpétue. أنا عندي 47 سنة في لي زيبيس، لا فورماسيون هذه على بالك جاية شغل في الدم فهمتي، وزيد أنايا ما نقعدش ترونكيل، أنا قاعد نخرب نحب نطيب نحب ناكل نحب القعدة. Dans cette ambiance olfactive, un voyage s'offre à nous. On peut même découvrir quelques curiosités. C'est du citron séché. Citron séché, séché spécialement, séché spécial. Confinement oblige, le magasin reçoit un client à la fois. Mais qui a dit que les épices, c'est une histoire de femme? Nous sommes venus ici pour acheter les épices, c'est Ramadan. Les plats doivent être bien épicés et bien préparés. Comme vous pouvez le voir, on vient ici pour prendre les commandes des clients qui ont commandé des épices et on prend plusieurs. Comme ça, on contribue à l'aide pour aider notre pays, à aider les gens à rester chez eux. Entre la rose, le clou de girofle et la cannelle, un voyage parfumé qui vous projette dans une effervescence d'odeurs et de goût nous interpelle. Alors voilà, Monsieur Toumi qui nous parle de clou de girofle, de Kranful. Alors suite à ce portrait de ce maître épicier donc, qui a été dressé par Siham Knouch. Et donc vous l'avez bien compris, Monsieur Mohamed Toumi est parmi nous ce matin. Bonjour Monsieur Toumi. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Monsieur Toumi, vous refusez jamais notre invitation. Hein, c'est avec plaisir d'être avec Canal Algérie. Vous êtes toujours fidèle à Canal. Hein, ah, j'aime bien pour apporter beaucoup d'informations, beaucoup d'éclairage sur ce qui se passe en ce moment. J'aime ces animateurs. Là, même nous, on vous aime beaucoup. Vraiment. Alors, Monsieur Mohamed Toumi, on rappelle, vous êtes le directeur exécutif donc, de la Fédération des consommateurs algériens. Alors, Monsieur Toumi, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que cette année, il y a quand même une particularité pendant ce mois de Ramadan, c'est qu'on a enregistrer un gaspillage beaucoup moindre que les années précédentes. Pourquoi? Effectivement, nous avons enregistré beaucoup moins par rapport aux années précédentes. C'est dû au confinement et c'est dû à l'arrêt de travail des cantines, des bases de vie, des universités, des résidences universitaires. Le plus gros gaspillage se trouve au niveau des résidences universitaires, au niveau des centres de formation professionnelle, au niveau de l'internat bien sûr. Oui. C'est là où nous enregistrons beaucoup de gaspillage. Ce n'est pas au niveau des domestiques, mais au niveau des institutions publiques. Même au niveau des hôpitaux, il y a pas mal de gaspillage. Le nombre de baguettes de pain jetées à la poubelle, c'est malheureux. Les années dernières, nous sommes arrivés jusqu'à 1 million de baguettes, mine de rien. Et vous savez pourquoi? Pourquoi ce gaspillage de pain? Spécialement le pain. Parce qu'il est par rapport à son prix? Par rapport à son prix et sa qualité aussi. Un pain que vous achetez une baguette par exemple le matin à 8 h, vous ne pouvez pas la consommer à midi 13 h. Elle devient immangeable parce qu'elle est mal faite. D'autant plus, c'est mal cuit, c'est mal façonné. La farine blanche, elle est source de cancer de côlon. C'est vrai que la communauté médicale est en train toujours de sensibiliser contre ce qu'ils appellent eux les 3 blancs, donc la farine blanche, le sucre et le sel. Oui. Mais pour le pain algérien, par ici, il est considéré parmi les meilleurs pains au monde. Hein.
Pas du tout. Pas du tout, madame. Si vous mangez le pain traditionnel, peut-être il est meilleur que la baguette parisienne. Alors. Oui, le pain traditionnel, le ksra, voilà. Ce qui se fait à la maison. Il est meilleur que la baguette parisienne que nous consommons, que nous achetons quotidiennement. Par contre, il y a le pain complet qui se vend à 30 dinars la baguette et de meilleure qualité. C'est de la farine complète, c'est de la farine noire. C'est ce qui est recommandé pour la santé d'ailleurs. Oui, pour beaucoup plus l'intestin et le côlon. Pour faciliter finalement la digestion, le transit et tout. Oui. Et même si vous l'achetez, par exemple, vous achetez une baguette faite à partir de base de farine complète, même si vous gardez avec la baguette pendant 2-3 jours, elle est mangeable. Ce pain est mangeable. Par contre, la farine blanche, vous savez, nous importons 3,6 milliards de dollars de blé tendre annuellement et nous gaspillons 350 millions de dollars américains par an. Ce qui représente 20% de gaspillage et ça nous donne 2050 tonnes annuellement de pain gaspillé. Vous voyez, c'est des chiffres effrayants quand même. Moi, durant cette période, les 2 mois que nous sommes confinés, nous ne travaillons pas, les écoles sont fermées, les universités sont fermées, il y a moins de gaspillage. Et il y a aussi autre chose, j'ai dit là tout à l'heure, le plus gros gaspillage se trouve au niveau des résidences universitaires, qui sont soumis, les gestionnaires de ces établissements sont soumis à faire un cahier de charge. Et quand ils demandent à leurs fournisseurs de ravitailler les résidences quotidiennement, tout dépend le nombre d'étudiants, le nombre de baguettes qu'ils doivent les fournir quotidiennement, ce nombre de baguettes. Et ces gestionnaires ne tiennent pas compte des périodes de fête, ne tiennent pas compte des week-ends. Il y a moins de monde durant les week-ends. Ce n'est pas tous les étudiants qui mangent à midi. Il y a certains étudiants qui n'ont pas le temps. Les grandes universités, je prends le cas de l'université de Blida ou l'université de Babezoa, ce n'est pas tous les étudiants qui ont les mêmes horaires pour pouvoir aller manger, se déplacer jusqu'au réfectoire. Il y a une distance énorme, ils n'arrivent pas à manger. Ils ont cours à 13 h. Quand ils vont là-bas, ils doivent attendre leur tour. Donc le pain est disponible au niveau de ces résidences. Mais en fin de journée, il devient immangeable, il est jetable. Donc c'est malheureux. Et les gaspilleurs, ça a été cité dans le Coran, dans un des versets des Corans, que les gaspilleurs sont les frères de Satan. Donc je traduis ça comme ça a été dit dans le Coran, en arabe. Innal mubadhirina hum ikhwan shayatin. Donc nous avons été prévenus qu'il ne faut pas gaspiller. Il n'y a pas uniquement le gaspillage du pain, il y a le gaspillage du lait qu'on ne voit pas à l'extérieur. Ils sont vidés uniquement directement dans les éviers de cuisine. Exactement. Il y a durant le mois de Ramadan également le gaspillage des aliments alimentaires tels que la tomate, la courgette, les carottes. On prépare une soupe, une grande marmite de soupe et en fin de journée, le lendemain matin, on ne la consomme pas, on la jette dans les éviers de cuisine. C'est malheureux de le dire ça. Voilà. Il faut dire, M. Tommy, que quand même sur le terrain, vous faites beaucoup de campagnes de sensibilisation contre le gaspillage. Je me souviens, nous avons même organisé en 2016, au mois de juin 2016 à Alger, le 2e congrès maghrébin contre la lutte du gaspillage et la consommation rationnelle. Donc nous avons invité nos voisins, les Marocains, les Tunisiens, les Mauritaniens, les Libyens, et sur ce plateau, j'ai ramené le vice-président de la Fédération tunisienne des consommateurs. Parmi les 5 pays du Maghreb, nous sommes les premiers gaspilleurs et les Tunisiens sont les premiers qui ne gaspillent pas beaucoup. Ils savent comment consommer, ils savent compter leurs sous. Et je reviens maintenant aux domestiques, au niveau des familles. Durant le mois de Ramadan, les familles sont désorganisées. Pourquoi sont désorganisées? Si la famille se compose de 6 personnes, il y a 4 personnes qui rentrent en fin de journée avec 2-3 baguettes chacun. J'ai dit toujours qu'il faut s'organiser, il faut lister le matin et désigner un membre de la famille d'acheter, de faire des provisions. De faire les courses d'une manière générale. Oui, il faut toujours désigner, il faut que nous soyons organisés au niveau des scènes des familles. Si tout le monde rentre avec
une boîte de qalbelouz. Il y a aussi le gaspillage qalbelouz et zlabia. De toute façon, le pain, c'est vraiment un exemple, peut-être parce que c'est la denrée la plus gaspillée, mais il n'y a pas que ça. Nous sommes les deuxièmes consommateurs de pain à travers le monde. Oui. Les premiers, ce sont les Égyptiens. Et en tant qu'Algériens, nous sommes les deuxièmes classés au monde. Vous voyez? Peut-être que c'est un petit peu la tradition culinaire qui fait que nous sommes de grands mangeurs de pain. Le mode de vie, peut-être? Eh ben, moi, je me souviens que durant les années 60, juste après l'indépendance, les gens ne vivaient pas ce confort. C'était la misère, il n'y avait pas beaucoup de travail. Oui. Et les pouvoirs publics, je peux le dire, ils ont pensé, le pain, il n'était pas de couleur blanche, la farine n'était pas blanche, elle était noire. Elle n'était pas raffinée, voilà. On n'est pas encore arrivé au raffinement du blé. Donc, ils ont pensé à acheter de la farine blanche, que nous consommons, le blé tendre plutôt. Le moulin se fait ici à Alger, en Algérie bien sûr, et que les gens se consommaient beaucoup plus, le pain et du lait. Il n'y avait pas toutes ces denrées. C'était rare les familles qui étaient aisées, qui mangeaient à leur faim à l'époque, durant les années 60-70. Et bien c'est pour ça que maintenant nous sommes habitués à consommer énormément de pain. Si vous voyez ailleurs en Europe, c'est des petites boulettes de pain. Oui. Et j'aimerais bien... Individuelles, effectivement. Oui. J'avais même proposé à l'époque au ministère du Commerce d'exiger aux boulangers de vendre que des petites boulettes, pas des baguettes. On achète 2-3 boulettes, 5 boulettes. Selon les besoins, finalement. Selon les besoins, oui, il y aura moins de gaspillage et réduire le coût. Mais durant ces dernières années, quand nous avons vu le nombre de baguettes jetées dans les poubelles, et ces derniers temps, même le pain traditionnel est jeté dans les poubelles, ça c'est une nouveauté. Hein. Même durant ce mois de Ramadan, il y a notre président qui est maintenant, il est en train de me suivre maintenant à travers sa télévision, il se trouve à Tlemcen, plus exactement c'est M. Ben Amar, il s'appelle Ben Amar, de la Zawiya de Sidi Ben Amar, de la wilaya de Tlemcen, qui est en train de suivre. Il m'a signalé hier, au niveau de sa résidence, il a trouvé, au niveau des poubelles, du pain traditionnel, matlo marmé dans des poubelles. J'ai dit, c'est pas une nouveauté, même à Alger, ça existe. Et on ne voyait pas, durant ces derniers temps, on ne voyait pas le pain traditionnel jeté dans des poubelles. Oui, effectivement. On voyait que le pain fabriqué par le boulanger. Voilà. Mais justement, M. Tomé, qu'est-ce que vous faites sur terrain pour combattre un petit peu, pour lutter contre le gaspillage et surtout sensibiliser les personnes par rapport à ce phénomène? Nous sommes entrés au niveau pratiquement toutes les universités, les centres de formation professionnelle, et je travaille en étroite collaboration avec les représentants du ministère de la Santé et nous avons lutté pour sensibiliser le maximum le personnel, les plateaux de télévision, les radios, et nous avons organisé, j'ai dit bien tout à l'heure, un congrès maghrébin sur la lutte du gaspillage et de la consommation rationnelle. Mais ça n'arrive pas. Nous avons une culture de consommation, c'est malheureux, le comportement des consommateurs, et spécialement durant les grandes vacances, je dis bien, avant le corona. Oui. Je ne sais pas s'il y aura de vacances cette année ou pas. Je prie Dieu de lever cette épidémie. On espère qu'on aura des vacances cette année avec une culture de moins de gaspillage, on va dire. Voilà, meilleure. Oui, Inch'Allah. C'est ce que je souhaite. Hein. Mais on n'arrive pas à sensibiliser, les gens n'arrivent pas à leur faire incrustrer cette culture. De changer, c'est pas facile de changer du comportement du jour au lendemain. Oui, c'est pas facile. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est vraiment des résultats, on les voit à long terme. À long terme. Ce que nous avons toujours proposé est faire sensibiliser les enfants au niveau des écoles primaires. C'est le meilleur moyen. Oui. C'est le petit consommateur qui sera le grand consommateur de demain. Et puis, il faut dire, M. Tomé, je pense que les enfants, c'est une très bonne cible parce que les enfants, ils ont tendance finalement à parler aux adultes, à essayer de faire prendre conscience aux adultes, d'en parler, d'échanger et surtout de blâmer parfois. Hein. Les enfants, maintenant, sont devenus, ils sont exigeants, ils exigent de leurs parents et les parents écoutent leurs enfants. Voilà. Ils prêtent attention à leurs enfants, ce qu'ils disent. Ça, c'est bien. C'est pour ça que nous avons ciblé les écoles primaires. Mais pour les écoles primaires, nous avons des difficultés pour accéder au niveau de ces établissements. Pourquoi ?
le ministère de l'Éducation nationale ne délivre pas facilement les autorisations d'accès. À trois reprises, nous avons formulé, il y a 3 années de ça, des demandes d'autorisation d'accéder au niveau de ces établissements, que ce soit primaire, moyen et secondaire. C'est pas facile. Ils nous ont pas répondu, mais on ne peut pas accéder si on n'a pas ces autorisations. Certainement. Bah, c'est normal, c'est la sécurité des enfants qui est d'abord prise en charge. Question d'examen, question de composition. Voilà. Mais nous avons toujours ciblé les journées où ils n'ont pas de composition, pas d'examen, et durant soit le jeudi après-midi ou le mardi, qui n'ont pas cours, ces enfants. Ils sont libres. Les élèves n'ont pas cours, pardon. Voilà. Et donc là, en ce moment, cette année, comme on disait, il y a moins de gaspillage. Tant mieux. Donc certainement, il y a des statistiques par rapport à cela, il y a des études par rapport à cela. On n'a pas encore terminé nos statistiques. Tant qu'on n'a pas encore repris, on doit... Mais c'est les premières observations, peut-être? Oui, il y a moins... les informations que nous avons obtenues à travers les... Comment on appelle ça, les entreprises, les EPIC de nettoyage, Netcom et Extranet. Donc c'est avec eux que vous travaillez en collaboration finalement? Oui, nous nous rencontrons sur les plateaux de télé, le chargé de communication de Netcom ou d'Extranet. Nous travaillons en étroite collaboration également avec eux et on se communique entre nous, on échange des informations entre nous. Cette année, effectivement, suite à la fermeture des universités, des centres de formation professionnels, il y a beaucoup moins de gaspillage. Donc les boulangers sont à l'arrêt, en ne leur fournissant pas de pain parce que les cantines sont fermées. Au niveau des grandes, je ne cite pas les noms des entreprises qui se trouvent au niveau du sud, les bases de vie, le personnel est réduit à 50%, donc il y a moins de gaspillage au niveau de ces cantines. Et puis même au niveau des foyers, il faut le dire, les gens n'achètent plus autant de pain, donc par mesure de sécurité, parce qu'on a peur peut-être d'acheter du pain dehors, contaminé. Et donc tout se fait à la maison. Contaminé. Je vous assure, depuis bien avant le Ramadan, je n'ai pas encore, personnellement, je n'ai pas encore acheté le pain boulanger. Et je le fais chez moi à la maison avec de la farine complète. Mon ami de Schlef... Alors j'avoue que c'est la même chose à la maison, mais on le fait avec de la farine blanche ou avec du semoule. Je vous conseille d'utiliser la farine complète. La farine complète. Même sur le goût, même le plan. C'est plus digestif, c'est plus... C'est meilleur pour la santé. Pour la digestion, c'est meilleur pour l'estomac. J'ai dit là tout à l'heure que la farine blanche est la source du cancer du côlon. Donc il faut éviter au maximum, durant le mois de Ramadan, nous consommons du pain et nous consommons également du couscous. Le couscous, c'est un produit blanc et fait à partir de produits blancs. Et pourtant, il y a le couscous complet aussi. Il existe, oui, il existe. On peut se convertir en couscous. Mais les gens sont attirés par la couleur blanche. Et nous avons été prévenus qu'il faut éviter les 3 blancs. Vous les avez cités, le sucre, le sel et la farine blanche. Voilà. Alors restons sur cette thématique donc, de la nutrition. Et vous savez qu'à Bonjour d'Algérie, nous avons un spécialiste maison donc, de la nutrition. Il s'agit de Djalil Miraska qui est avec nous au bout du fil. Djalil, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Djalil, comment ça va? Ça va, je vais très bien. Alhamdulillah. Alors Djalil, donc vous êtes le spécialiste maison donc de la nutrition. C'est vous donc qui nous parlez habituellement de la nutrition. Avant de parler de votre sujet que vous nous avez que vous avez proposé justement pour cette matinée, là en compagnie donc de Monsieur Toumi, on parlait des 3 blancs, donc la farine blanche, le sucre, le sel et surtout conseiller les consommateurs à les éviter au maximum et donc les remplacer par tout ce qui est farine complète, par exemple, diminuer le sel et le sucre. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela? Oui, alors, en fait, j'aimerais juste parler d'un principe dans la science. Il s'agit du principe de la corrélation et de la cause. Voilà, quand on dit qu'un aliment ou un groupe d'aliments est lié ou corrélé à une maladie, en fait, il y a une différence entre la cause et la corrélation. J'aimerais juste insister sur ce point-là. C'est-à-dire, par exemple, là, la farine blanche ou les 3 blancs, comme vous dites, sont liés probablement donc, à des pathologies. Et voilà, en fait, parce que la cause est multifactorielle. Donc la cause, en fait, il s'agit plutôt de l'hygiène de vie d'une manière générale. Parce que, en fait, il faut le dire, donc il y a plusieurs facteurs qui sont impliqués dans la santé. Donc à savoir, bien sûr, l'aspect nutritionnel. Donc, pour mieux privilégier les aliments qui sont non transformés que les aliments transformés, qui sont
avec les procédés chimiques, tout ce qui s'ensuit. Puis les conserves aussi. Absolument, tout ce qui est cancer, tout ce qui est... voilà, c'est un aliment que nous ne donne pas la terre ou le... Voilà, donc on dit que ce n'est pas un aliment qui est authentique. D'accord. Sinon, en fait, il y a d'autres facteurs, à savoir la sédentarité. En fait, il faut le dire, donc avec l'avènement de la technologie, la sédentarité prend place dans la société occidentale. Et puis, voilà, donc ça engendre pas mal de problèmes au niveau de la santé. Voilà, donc un manque d'activité physique, on sait qu'est-ce qu'il engendre comme problème de santé. Et puis aussi le manque de récupération et principalement du sommeil. Voilà, donc quand on parle du sommeil aussi, on parle de la gestion du stress quotidien, qui sont étroitement liés. Et voilà, donc tout ça en fait rentre dans cette prévention, on va dire c'est pour dire en fait les trois blancs où voilà, c'est juste une question après de modération, hein, comme j'ai toujours dit, quand on a voilà, j'espère que savoir équilibrer finalement, savoir gérer son assiette. Tout à fait. Voilà, donc vous parliez justement de sédentarité. Vous parliez donc de cette sédentarité qui augmente un petit peu le stress chez l'individu, mais surtout en ces temps de confinement. Donc la sédentarité est de taille parce que les gens ne travaillent pas. Donc vraiment, les gens ne font pratiquement aucun effort si ce n'est se déplacer d'une pièce à une autre. Absolument. Donc la sédentarité pendant cette période de confinement, elle est plus importante, il faut le dire. Surtout donc ceux qui ont l'habitude de faire un peu d'activité physique, de marcher ou voilà. Donc on se retrouve dans une situation où on fait peu d'activité physique, il faut le dire. Et c'est pour ça justement qu'on parle de bouger plus. Ça ne veut pas dire qu'on va en salle de sport pour faire du sport. Voilà. On peut le faire à la maison. Tout à fait, on peut être à la maison. Vous savez que si on prend par exemple les tâches ménagères, on prend par exemple le fait qu'on est debout, ne pas rester allongé toute la journée, on est dans le mouvement. Il ne faut pas croire que quand on est inscrit dans une salle de sport, qu'on fait forcément... Vous savez, paradoxalement, on peut faire du sport dans une salle de sport et être sédentaire. Vous en pensez quoi? Oui. Oui, effectivement, vous avez déjà évoqué ce sujet dans l'une de vos rubriques, effectivement. C'est paradoxal. Oui. C'est paradoxal parce qu'en fait, c'est une question de ratio, de l'activité physique et de la sédentarité. C'est-à-dire on peut rester toute la journée allongé dans le canapé et faire ces 30 minutes de sport, bouger juste 30 minutes. En fait, c'est pas assez. Donc, il faut voir ce qu'on fait en fait dans l'activité. On parle d'ailleurs d'activité physique journalière ou de dépenses énergétiques journalières. Donc, il faut voir ce qu'on fait toute la journée, pas seulement pendant les 30 minutes de sport et toute la journée. Ça c'est juste un petit point par rapport à l'activité physique. Voilà. Et justement, Djalil, le sujet duquel vous vouliez nous parler aujourd'hui, c'est un petit peu la reprise du sport après Ramadan, parce que déjà confinement, Ramadan, alors en temps déjà de confinement, il y a eu sédentarité. Avec Ramadan, ça accentue encore plus. Et pourtant, vous recommandez vous-même, donc autant que spécialiste, autant que coach déjà sportif et autant que spécialiste de la nutrition, donc de ne pas justement rompre son activité physique, mais surtout de la reprendre donc convenablement après Ramadan, n'est-ce pas? Oui, déjà même pendant Ramadan, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, brièvement, Ramadan, en fait, l'avantage de Ramadan, c'est qu'on fait, plutôt pas l'avantage, on va dire que c'est ne pas se concentrer beaucoup sur des objectifs de perte de poids ni de prise de muscle. Ramadan, c'est une phase plutôt de maintenance de ce qu'on a gagné ou de ce qu'on a fait avant. Ramadan, c'est une phase plutôt de conservation, par exemple, de la masse musculaire. Donc, il ne faut pas trop se focaliser sur des objectifs de ce qu'on appelle la recomposition du corps pendant le mois de Ramadan, parce qu'on sait très bien que le rythme biologique, on appelle ça, donc le rythme circadien, il est un petit peu chamboulé pendant ces périodes-là. C'est très bien que le sommeil, par exemple, qui est très perturbé pendant les phases du jeûne, enfin les phases de Ramadan. Donc rien qu'avec le rythme biologique qui est chamboulé, donc en fait derrière les habitudes alimentaires et ainsi que l'activité physique seront modifiées. Bon, maintenant après Ramadan, je dirais qu'un peu l'avantage déjà pendant les jours où on fait convenablement le jeûne. Je parle de si on a bien jeûné, on a suivi les recommandations d'une manière générale, on n'était pas dans l'excès, comme le dit très bien M. Toumi, donc on n'était pas dans voilà, donc si on a respecté justement
les habitudes saines du mois de Ramadan, on est resté actif aussi, un minimum d'activité physique aussi, ça fait toujours du bien. Il faut toujours en fait prendre l'activité physique et la diète ou la nutrition qui sont inséparables. Hein. Donc, toujours, si on parle d'activité physique, forcément, donc on va parler des habitudes alimentaires et tout ce qui va avec. Ça va de soi. Donc c'est tout un cycle. C'est tout un cycle finalement. Tout à fait, c'est un cycle, oui. Et on parle d'ailleurs d'hygiène de vie. Donc en fait, l'avantage, c'est quand on fait le jeûne, quand on jeûne convenablement après quelques jours, on améliore ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire les gens qui sont probablement pré-diabétiques ou là qui veulent éviter justement des problèmes de santé métabolique ou là, donc ça permet justement donc cette amélioration de la sensibilité à l'insuline. Donc c'est plutôt bien par rapport à la santé. Aussi, donc il y a un principe qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie, en fait, c'est la destruction cellulaire. Quand on parle des cellules malsaines, certaines cellules cancéreuses. Donc, un des bienfaits du jeûne, justement, c'est mettre en place ce mécanisme d'autophagie. Et aussi, bien sûr, on connaît donc le principe au niveau digestif, au niveau, voilà. Donc, mais sinon, Djalil, en ce moment, donc, il faut dire que vous assurez vous-même des formations en ligne, n'est-ce pas? En fait, oui, j'assure des formations en ligne. En fait, il s'agit de formations actuellement qui sont gratuites, d'accord, qu'on fait sur la plateforme Zoom. Donc, elles sont gratuites, elles sont aussi destinées donc, à tous les internautes, tout le monde donc, peut vous suivre? Tout à fait. Donc là, nous sommes en train de découvrir la fiche justement de la formation. Oui, allez-y. Oui, en fait, il s'agit d'abord d'une entreprise qu'on vient de créer qui s'appelle Dazed Fitness Education. Donc, Dazed Fitness Education, en fait, c'est la première entreprise. C'est la première entreprise en fait digitale en Algérie dans le domaine de la musculation et de la nutrition sportive. Donc, voilà, il s'agit donc d'équipes de jeunes qui sont passionnés dans le domaine et donc moi et mon collaborateur Halim qui est formateur aussi dans le domaine de la musculation. D'accord. Et voilà, donc on fait des formations en ligne. On a déjà fait 3 ou 4 sessions déjà pendant le Ramadan et même avant le Ramadan. On a profité justement par rapport à ce confinement-là et beaucoup de gens se sont branchés qui sont justement, beaucoup de gens sont connectés actuellement et voilà, donc on a offert donc des formations en ligne. Et puis il y a un très bon retour. Beaucoup de gens donc ont suivi nos mini formations et puis on a fait même un séminaire sur Ramadan et voilà, donc c'est plutôt de bon augure pour la suite puisque voilà, on s'est lancé dans le domaine digital et puis c'est un domaine qui est prometteur. Et voilà, donc voilà. Bah, c'est parfait. Merci beaucoup, donc, Djalil, d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, je rappelle, vous êtes... Oui, allez-y. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Djalil, d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, vous êtes coach sportif, donc vous êtes notre collègue, c'est vous qui assurez la rubrique nutrition et sport. Donc, beaucoup de courage dans tout ce que vous entreprenez et merci beaucoup. Donc, encore une fois, pour tous ces éclairages. Donc, Monsieur Tomé, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de jeunes quand même qui participent un petit peu à votre action sans que vous le sachiez, peut-être sans qu'il y ait une coordination particulière entre vous, à sensibiliser les gens à mieux consommer, à avoir une meilleure hygiène de vie. Oui, effectivement, sans oublier également, j'ai oublié de le dire, je le signale, que le pain blanc que nous consommons contient également de l'améliorat. Et l'améliorat est nuisible à la santé publique. Donc, il n'est pas nutritionnel, c'est un pain non nutritionnel. Je conseille les consommateurs à éviter de consommer au maximum le pain blanc que nous consommons. Il y a un proverbe qui dit c'est avec les mains noires qu'on consomme le pain blanc. Oui. Et les Africains du sud, du continent du sud de l'Afrique, disent c'est avec les mains noires que nous consommons le pain blanc. Donc le pain blanc est à éviter. D'accord. Il est préférable de consommer du pain fait à partir d'orge, de son, et beaucoup plus la farine complète. Voilà. C'est beaucoup plus nutritionnel. Exactement, et c'est beaucoup mieux, donc bénéfique pour la santé. Monsieur Tomé, merci beaucoup d'avoir été parmi nous, d'avoir donc répondu encore une fois présent à notre invitation. Donc je rappelle, Mohamed Tomé, vous êtes le directeur exécutif de la Fédération des consommateurs algériens. Merci beaucoup. Je vous dis encore une fois. Merci. Je ne serai pas de retour avant l'Aïd. Inch'Allah. À très bientôt. Peut-être que vous serez parmi nous, mais d'ici là, avec plaisir. Entre-temps,
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc on se retrouve pour la dernière station de cette matinée. Mais avant cela, Rahim Abdelaziz nous emmène à travers son reportage à faire une petite visite au niveau de la forêt de pin d'Alep, des Bni Meloul, au niveau de la wilaya de Khenchela. Je vous propose de découvrir ce reportage et on se retrouve juste après. La vaste et dense. Plus au sud, l'aridité se manifeste avec acuité. Oued Mellego et ses parages sont peuplés de pins d'Alep et ses sous-bois, l'alpha et l'armoise. Également de l'ère du pin d'Alep et ses sous-bois. Les sous-bois du pin d'Alep sont essentiellement constitués de genévrier oxycèdre, de chêne vert entaillé, de l'alpha ainsi que de l'armoise. La chaîne des Aurès qui transcende de Batna vers Tebessa, les 2 tiers des massifs dénudés. Les massifs du Chélia et Ouled Yaroub narguent de haut la zone steppique. Et voilà, donc de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Et c'était donc un sujet de Rahim Abdelaziz qui nous a fait visiter la forêt donc, de pin d'Alep de Bni Meloul au niveau de Khenchela. Et là, donc, nous recevons notre dernier invité donc, de cette matinée, M. Wahid Tefiani, qui est sous-directeur des aménagements forestiers. Bonjour. Bonjour madame, et merci pour l'invitation. Alors, lorsque vous avez rejoint notre plateau, donc vous étiez en train de regarder le reportage de notre collègue avec beaucoup d'intérêt. Vous vouliez même intervenir par rapport au reportage, avant de parler donc, du sujet pour lequel vous êtes exactement. ici aujourd'hui. Je vous remercie pour aborder ce sujet, et notamment concernant la forêt de Bni Meloul, qui est une forêt un peu exceptionnelle. C'est une forêt de pin d'Alep. C'est un massif forestier, c'est pas une forêt. Elle fait plus de 92 000 hectares. Et justement, dans ces derniers temps, on est en train de faire une étude d'aménagement avec les moyens de bord, si on peut dire. C'est-à-dire, c'est pas avec l'inscription du bureau d'études et tout ce qui vient avec concernant le financement, mais uniquement avec les cadres des 3 conservations, à savoir la Betna et conservation des forêts de Khenchela et aussi de Biskra. Et alhamdoulilah, ils sont en train de faire un bon travail. Ils ont terminé la première phase qui est ils ont renseigné les points d'échantillonnage, c'est-à-dire on a fait plus de 200 ou 250 placettes. Ils sont en train de récolter les données de ces placettes et alhamdoulilah, ils ont terminé la première phase. Malheureusement, c'était la période de Corona, mais après la période de confinement, on va continuer le travail. Vous allez reprendre le travail sur terrain donc pour compléter votre projet. Alors si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour parler quand même d'une particularité qui nous visitera, qui nous rendra, qui nous a déjà rendu visite ou qui va nous rendre visite finalement. Alors on va parler donc de cet oiseau, le martinet noir. Oui, exactement, c'est le martinet noir. Alors il est arrivé ou pas encore? Oui, bien sûr, c'est la période un peu chaude, c'est-à-dire la période de niche. Et c'est le moment où il va commencer à nicher en Algérie. Mais il faut dire que c'est un phénomène tout à fait normal. Naturel. On a eu quelques sujets, c'est-à-dire ils ne sont pas suivis le cycle interhum ou le passage interhum. On a eu plusieurs endroits où même les citoyens, un petit message, ils sont en train de faire un bon travail. On sent que le civisme et la conscience environnementale, les prises de conscience chez les citoyens, c'est mieux qu'avant. Pas forcément l'oiseau tout ce qui est comme faune sauvage, c'est un objet. Il prend attache avec la conservation des forêts. L'avantage, déjà, ils sachent que le secteur des forêts, c'est le premier concerné concernant la protection de la faune sauvage. Il faut dire quand même que la population est assez bien informée sur Très bien. Des fois même, c'est pas au niveau de la conservation, il prend le sujet, même au niveau de la circonscription et même au niveau du district, c'est-à-dire l'unité de base, l'unité de gestion de base des forêts,
en travaillant étroitement معاهم pour la protection de ces espèces. هذا l'oiseau هذا il s'appelle le martinet noir. La particularité تاعو c'est que علاش حنا حاجه جديده عندنا parce que هو بروحه يعيش في les hauteurs, il dépasse les 2000 à 3000 mètres d'altitude. Même il y a des études scientifiques qui disent que même يرقد, c'est-à-dire il dort au moment de vol, c'est-à-dire il prend l'altitude à 3000 mètres, il commence à planer, à descendre jusqu'à 700-800 mètres. Il se nourrit sur les insectes et les plantes les كاينين dans l'air. Et il faut pas, bon, les insectes ne dépassent pas les 2000 mètres. Par contre, il y a les courants d'air, les espèces jusqu'à 2000-2500 mètres, 2500 mètres, voilà. Sauf que il passe par les lacs ou les barrages et tout ça. En fait, c'est un vol qu'il entreprend, mais c'est un vol qui n'est pas interrompu jusqu'à ce qu'il arrive finalement là où il va nicher par la suite. Exactement, parce qu'il prend 10 mois dans l'année dans cette situation. Oui. Il y a les oiseaux nicheurs, les mâles et les femelles, ils prennent des endroits où ils nichent, ou les autres mâles, ils commencent à vivre de cette façon. Hein. C'est ça ce qui est un peu étonnant. particulier. وعلاش هو ما يقدرش يهبط la terre normale parce que عنده les pieds تاعو قصار بزاف. Par rapport les ailes تاعو ils font 38 à 40 cm. Ou le corps théorique, il fait même pas 17 voilà, cm. Donc on le voit. Exactement. C'est des photos réelles. Les conservations, c'est pas de l'internet et tout. Ça, c'est des photos des conservations. Voilà, qui m'a ça les photos d'Agigel, je pense. Donc on est en train de voir, d'étudier le phénomène هذا. Sachant que fait un reportage leader d'une conservation, il a appelé Tayr al-Ababil. Tayr al-Ababil, on l'a dit hier, et il voulait dire Tayr al-Ababil, c'est le nom utilisé chez les internautes et l'autre. Même كما قلنا ما هضر لا على أبرهة الحبشي لا على مكة لا على آية سورة الفيل لا والو. Il a cité le terme utilisé chez tout le monde. هذا ما كان. C'est-à-dire ou même il a donné une fiche technique détaillée mieux que moi parce qu'il est mieux placé que moi concernant l'avantage c'est que alhamdoulilah même les ornithologues c'est un domaine. Le domaine des oiseaux et beaucoup plus les oiseaux migrateurs, il est basé beaucoup plus sur les amateurs aussi. C'est un domaine où les amateurs, franchement, ils sont bien dotés de matériel. Ou c'est des connaissances, des amoureux de la nature. Le dénombrement, la situation, ils sont en train de faire des fiches techniques. On aimerait bien avoir des financements, même des associations qui protègent l'environnement. C'est-à-dire les associations pour l'établissement des atlas, pourquoi pas, concernant les oiseaux, concernant la situation, parce qu'il y a de la matière. La matière, on peut l'exploiter sur ce genre de documents et des guides. Qui seront exploités par tout le monde. Et surtout, ça va encore participer à cette prise de connaissance et de conscience vis-à-vis de la population. Donc, une fois qu'ils seront en contact avec ce genre de phénomène, donc très vite, ils sauront finalement de quoi il s'agit. Alors, on rappelle, M. Tefiani, qu'il y a aussi une autre lutte que vous êtes en train de mener en ce moment au niveau de la direction donc générale des forêts, pas seulement la direction, mais c'est une lutte qui est menée pratiquement par tous les secteurs, c'est les fake news. Donc, beaucoup de fausses informations tournent autour un petit peu de la gestion des forêts, tournent autour un petit peu de la faune et de la flore et qui risquent donc de nuire à la bonne prise en charge finalement de ce secteur. Exactement, et il ne faut pas oublier que le sous-secteur des forêts il est sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Et avec Monsieur le ministre, Chérif Oumari, on a eu, franchement il faut être clair, on a eu le feu vert. C'est-à-dire, et même avec des orientations pour lutter contre ce phénomène. C'est-à-dire, on a vu qu'il faut être sincère. Pas mal de fois, il y a des gens... Et justement, vous avez eu quelques soucis dans ce sens avec le parc de l'Qala. Et là, nous sommes en train de découvrir les photos de ce même parc. Voilà, justement, concernant ce... Bon, il y a deux cas, donc, il y a le cas de Brabtiya, l'Qala. Malheureusement, وصلنا باش يولي ندير un article où les photos ils sont même pas des photos de l'Algérie بالك نشوفوهم au passage c'est de Lyon اللي ضعف بزاف c'était في السودان. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Donc finalement, ce sont des photos qui ont été décontextualisées carrément et attribuées à l'Algérie, alors que ce n'est pas le cas. Je m'excuse, madame, pour l'observation. Je pense que c'est un message pour les gens, les choses. Je pense que la personne pour avoir des éclaircissements,
S'il prend le bus ou le transport, ou il dit à la conservation, c'est moins pénible de faire un travail professionnel de Photoshop sur Internet, sur des PC. Et il a un quart d'heure, il se déplace et on donne des éclaircissements. On est là pour ça. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a eu des orientations de Monsieur le ministre. Il faut être radical concernant ce genre de choses. On a les poursuites judiciaires, sauf que il faut qu'on sache qu'il a كانت الامور وصلت للعداله on peut pas faire du مشاريع راه même يكون فيها امور ولا وانما العداله. Voilà, donc là on est vraiment pour la prise de conscience et pour sensibiliser surtout les gens donc à toujours vérifier les informations, surtout qu'il faut dire que les réseaux sociaux sont une arme à double tranchant, donc les gens partagent parfois sans vérifier l'information et ceci donc peut avoir par la suite Exactement. Même on a eu le même problème la wilaya de Djelfa où les forestiers ils étaient en train de faire le travail technique, c'est-à-dire concernant la préparation du sol avant le reboisement avec le routage, c'est-à-dire le labour profond. Et alors on a eu des internautes qui sont en train de dire que les forestiers sont en train d'exploiter, c'est-à-dire les protecteurs de la forêt, ils sont en train d'exploiter la forêt. Ça c'est pas juste. Et il faut pas c'est-à-dire لازم واحد يدير في بالو باللي كاين لي دوماج مورال كما حنا نقولوا هذوك اللي ما نقدروش نسمعوا فيه سي لي فورسي تاعنا sachant que ثاني notre ministère elle est en train de régénérer les cadres du secteur alors c'est à nous de régénérer la forêt. Voilà, effectivement. Merci beaucoup donc pour tous ces éclairages que vous nous avez apportés ce matin. Donc encore une fois un appel à toute la population donc pour toujours vérifier l'information. Donc je rappelle Monsieur Wahid Tefiani, vous êtes sous-directeur des aménagements forestiers. Merci beaucoup donc d'avoir été parmi nous ce matin et d'avoir donc apporté cet éclairage. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis donc très bonne journée à tous. Portez-vous bien et surtout restez chez vous pour le bien de tous. À très bientôt.